Hmm. Mhm. Hmm. La quête de la meilleure méthode pour acquérir une nouvelle compétence et la maîtriser. Le secret que tout Internet veut connaître. Un secret pas tellement secret puisque la méthodologie de travail qui a permis à des individus de devenir grands maîtres d'échecs, sportifs de haut niveau, polyglottes ou en règle générale experts d'un domaine a été étudiée et décortiquée. Et comme je suis la calculatrice la plus sympathique d'Internet, je vous livre cette méthodologie. Les individus devenus experts de leur domaine ont réalisé une pratique répétée de la compétence visée dans un milieu contrôlé qui leur fournit un résultat rapide, positif ou négatif sur leur pratique. Soit vous gagnez, soit vous perdez votre partie d'échecs, votre match de tennis. Soit vous vous faites comprendre ou non dans la langue étrangère dans le contexte donné. Après l'analyse de ce qui a mené au résultat, positif ou négatif, un réajustement est fait sur la pratique et, comme son nom l'indique, elle est répétée. Une fois l'atteinte d'un seuil suffisant, par exemple 80% de feedback positif, le futur expert va se lancer dans une pratique délibérée en dehors de sa zone de confort, pratique qui est généralement supervisée par un coach ou un enseignant, par exemple focaliser son travail sur ses finales de tours aux échecs, sa réception de service au tennis ou sa compréhension écrite de la littérature classique dans la langue visée, afin d'obtenir un feedback correcteur qui permettra de recommencer le processus jusqu'à atteindre une nouvelle zone de confort, d'intégrer le nouvel élément de complexité à la pratique répétée de la compétence, de recommencer le processus initial, puis de travailler à nouveau délibérément en dehors de la zone de confort, et ainsi de suite. Recommencer cela pendant environ 10 000 heures, ça va dépendre de la complexité de la compétence visée, et c'est bon, vous voilà devenu expert en travaillant une dizaine d'heures par jour, en 3 ans, c'est réglé. Facile. Et bah alors, pourquoi il n'y a pas plus d'experts que ça ? Vous l'avez compris, le problème n'est pas que méthodologique, et cette méthode, que je vais présenter brièvement et un peu de façon caricaturée, mais comme d'autres qu'on peut trouver sur internet qui peuvent être tout à fait pertinentes et appuyées sur des recherches solides en la matière, ne traite en fait qu'une partie du problème, l'aspect donc méthodologique, mais qui oublie que lorsqu'on cherche à optimiser des apprentissages, on doit traiter l'autre face de la médaille, la partie psychologique et en particulier l'aspect motivationnel. Parce que je suis pas certain que vous soyez tous partis là tout de suite travailler 10 000 heures pour devenir expert en informatique ou champion d'échecs. Suivre une méthode d'apprentissage, aussi excellente soit-elle, n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, ce que les praticiens observent, c'est que les défauts d'apprentissage ne viennent pas d'un problème méthodologique, mais d'un problème relatif à la psychologie de l'apprentissage et en particulier celui de la motivation. C'est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan qui fournit le socle de compréhension de la motivation dans les apprentissages. Elle différencie en fait 2 types de motivation, la motivation dite intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est une forme de curiosité qui pousse à vouloir apprendre parce que l'objet de l'apprentissage suscite un intérêt ou que l'activité d'apprentissage est elle-même attirante. Et on a remarqué que les individus sous l'effet d'une motivation intrinsèque ont des processus cognitifs renforcés comme l'intensité de leur attention, leur capacité de concentration, l'efficacité de leur mémoire, leur engagement, leur questionnement, leur autonomie, ce qui influe bien évidemment significativement sur la qualité de leurs apprentissages. La motivation extrinsèque, c'est ce qui pousse l'apprenant à s'engager dans un processus d'apprentissage, non pas pour ce qu'il apprend, mais plutôt pour l'attrait d'une conséquence de sa réussite, une bonne note, un meilleur classement, une récompense matérielle, la promesse d'avoir une meilleure position professionnelle, mais ça peut aussi être par crainte des conséquences en cas d'échec, le jugement de l'enseignant, des autres apprenants, des parents, de subir une rétrogradation ou des moqueries. Dans la pratique d'enseignant, de formateur, de coach ou de tuteur, ce qu'on observe majoritairement quand on voit un apprenant qui est motivé, c'est une motivation extrinsèque. Elle est plus courante, elle est plus facile à susciter, et puis après tout, même si elle est extrinsèque, ça reste une motivation, donc c'est-à-dire une force motrice qui pousse à l'acte d'apprendre. Alors pourquoi ne pas s'en contenter ? Bien, souvenez-vous, on a tous été cet élève ou cet étudiant qui a obtenu une excellente note à une évaluation et qui, un mois après, n'aurait pas eu la moyenne au même examen parce qu'il a tout oublié. C'est un cas typique de motivation extrinsèque qui a permis d'obtenir le résultat escompté. Et c'est là un grand danger de la motivation extrinsèque, c'est que l'apprenant peut très bien développer des stratégies qui sont efficaces pour obtenir l'objet qui le motive, dans ce cas la bonne note, mais cela se fait généralement sans construire des apprentissages durables. Une fois l'objectif atteint, on oublie ce qu'on avait appris. L'autre danger, c'est que la motivation extrinsèque se fait au détriment d'une motivation intrinsèque qu'elle vient altérer.
Cela a été démontré expérimentalement, par exemple lors de l'expérience de 1971 de Deci. Il donne une activité ludique qui suscite une motivation intrinsèque à 24 étudiants au cours de 3 sessions. Dans chaque session, on a un moment libre de 8 minutes qui est donné aux étudiants qui peuvent l'employer comme ils veulent. Les sessions 1 et 3 se font sans récompense, mais lors de la session 2, on va offrir de l'argent aux étudiants pour chaque réussite à l'activité. On observe alors que lors de la session 2, donc rémunérée, les étudiants occupent leur moment libre à travailler sur l'activité, ce qui est super, mais lorsque l'attrait de la récompense disparaît lors de la session 3, les étudiants travaillent beaucoup moins lors de ce temps libre et surtout, moins que lors de la session 1. La motivation extrinsèque de la session 2 est venue altérer la motivation intrinsèque initiale. Et il existe plusieurs expériences du même type, réalisées sur des activités d'apprentissage différentes, mais qui toutes arrivent à la même conclusion. L'interprétation de Deci et ses collaborateurs, c'est que lorsqu'une activité d'apprentissage est médiée par une récompense, elle est alors perçue comme contrôlée par des facteurs extérieurs aux apprentissages, et le sentiment d'autonomie de l'apprenant diminue et sa motivation intrinsèque bascule en motivation extrinsèque. L'objectif principal n'étant plus d'apprendre, mais d'obtenir la récompense. Conclusion. Le secret qu'on oublie de vous dire pour créer des apprentissages efficaces et durables, c'est d'abord de rester motivé et si possible sous l'effet d'une motivation intrinsèque. Si vous réussissez à trouver durablement du plaisir dans l'acte même d'apprendre plutôt que de faire monter un score ou d'obtenir une validation quelconque, il y a de fortes chances que vous finissiez par devenir excellent dans votre domaine. Et ça nécessite des processus cognitifs complexes, où l'apprenant va prendre conscience de sa pratique de l'apprentissage, l'analyser et la réajuster quand c'est nécessaire. Au passage, c'est un concept absolument clé en sciences de l'éducation qu'on appelle la métacognition, et qui méritera une émission à part entière. En attendant, ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même. Avoir une motivation purement intrinsèque reste un idéal vers lequel il faut tendre. Et s'accorder des moments de motivation extrinsèque reste tout à fait acceptable pour atteindre des objectifs à court terme ou pour se donner ponctuellement envie de travailler. Veillez par contre à ne pas basculer sans vous rendre compte dans ce mode et d'y rester bloqué parce que vous n'y créerez pas des apprentissages durables. Une fois la question de la motivation réglée, optimisez vos apprentissages en recourant à une méthodologie adaptée se fera les doigts dans le nez, ce dont on reparlera une prochaine fois. A bientôt dans un prochain épisode du Fab Lab pédagogique, l'émission qui parle des sciences et des pratiques de l'éducation, de la formation et des apprentissages durables, bien évidemment.